Ces derniers mois, j'ai divisé par 5 ma consommation Internet et augmenté du double mon temps passé dehors. 4 habitudes m'ont aidé à réduire mon temps d'écran. La première, je prévois tous les jours des activités dehors. La deuxième, je ne regarde pas ou très rarement des séries, je privilégie la lecture. La troisième, je définis des temps précis à la connexion. Et la quatrième, la plupart du temps, mon téléphone est en mode avion. Et le petit bonus, c'est que récemment, j'ai souscrit à Télécoop. C'est le premier opérateur télécom coopératif en France, dont la volonté est de proposer un numérique plus sobre, plus éthique et plus respectueux des humains et de l'environnement. Leur modèle est coopératif, transparent et non axé sur l'exploitation des données, ni de la course à la consommation. En bref, Télécoop lutte contre la surconsommation numérique et l'obsolescence programmée. Depuis que je suis chez cet opérateur, j'ai surtout limité ma consommation Internet, puisque le forfait est dégressif et il incite à consommer moins de gigas en nous accompagnant avec tout plein d'astuces et d'outils. Alors maintenant, quand je suis connectée, je sais pourquoi. Et quand je déconnecte, je vis mieux. Pour en savoir plus sur Télécoop, rendez-vous sur le lien en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Le système éducatif est peut-être trop orienté vers une approche un peu utilitaire, compétitive, orientée vers l'acquisition des diplômes, beaucoup plus que d'une approche qui construit des outils existentiels. Le cœur de l'Ocium, c'est le désintéressement. C'est un temps que l'on passe et ce sont des activités que l'on mène qui ne sont pas orientées vers l'utilité, vers le calcul. Hello, bienvenue sur Nouvel Oeil. Je suis Victoria, j'explore la vie et l'émerveillement sous toutes ses formes. Alors je me balade avec un micro jaune pour rencontrer celles et ceux qui m'inspirent. C'est autant de personnes au parcours singulier, qu'ils soient connus ou pas, mais qui sont tous libres. Dans cette émission, je leur pose mes questions sur ce qui fait nos vies. On parle de confiance en soi, d'amour, des changements dans nos sociétés, du sens de la vie, et finalement, de ce qu'est la liberté. Alors bienvenue dans la saison 6 du podcast, qui t'invite à regarder le monde et la vie sous un nouvel œil. Parfait. On dit Jean-Miguel ou Jean-Miguel ? Jean-Miguel. Jean-Miguel. À l'espagnol, en fait. Les Espagnols disent Miguel. Mais enfin, toute ma jeunesse, on me disait Miguel. Donc, c'est Miguel. Ok, super. Bon, et ben on peut y aller alors. C'est parti. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce à quoi pourrait ressembler le fameux monde d'après ? On est nombreux à y projeter du temps pour contempler, pour réfléchir, créer, prendre soin. Parce qu'aujourd'hui, tout s'accélère tellement que ça nous agrippe dans un rythme devenu complètement fou. Et le temps de réflexion est le grand sacrifié de ce nouveau chaos. On le vaporise comme des heures de scrolling qui vampirisent nos loisirs. On devient addict aux shots émotionnels des écrans et on dépense sans compter notre temps de cerveau disponible. Et au final, ça nous éloigne de la liberté, de celle qu'il s'agit de préserver dans la sphère des idées, de la culture, de l'esprit et du développement de la conscience. Mais cette autonomie, elle ne peut s'acquérir sans un temps libre. Un temps qui ne soit pas soumis à une utilité, un intérêt, une stratégie, parce que nous n'avons de compte à rendre qu'à nous-mêmes. Alors longtemps, il nous a manqué un mot pour définir ce temps gratuit, qui permet le loisir fécond. Alors un petit peu d'histoire, au 5e siècle avant notre ère, les Grecs ils appelaient la skolé, le temps qui est légitime d'accorder à la vie de la pensée. Aujourd'hui, pour décrire la valorisation de ce loisir intelligent, on parle de l'Ocium. Jean-Miguel Pire il démocratise ce sujet pour le rendre accessible à tous et pour qu'enfin, l'ennui, le silence, le vide ne soient plus des gros mots, mais des mots essentiels à nos vies. Parce que le temps gratuit du loisir est le mieux à même de nous offrir la liberté nécessaire pour mener cette quête de liberté. Dans cet épisode avec Jean-Miguel, on parle de la valeur du temps, de notre attention qui se perd, du temps libre qui n'est plus libre, et de l'oisiveté comme résistance contemporaine. J'espère que cette écoute t'invitera à ralentir pour laisser une place quotidienne à l'Ocium. Bonjour Jean-Miguel. Bonjour Victoria. Enchantée, merci pour ce temps, ce précieux temps, ce temps qui est si rare aujourd'hui et dont on va parler à travers le terme de l'Ocium. Vous êtes historien, sociologue, chercheur à l'école pratique des hautes études. Vous étudiez les liens intimes qui unissent à la fois la politique culturelle et la démocratie. Et vous démocratisez même un terme, donc l'Ocium. On va en parler. Mais avant toute chose, il y a une question que je pose à tous mes invités pour introduire l'épisode. Qu'est-ce que la vie vous a appris jusqu'à aujourd'hui ? Oula,
Ça commence très fort. Qu'est-ce que la vie m'a appris? Peut-être la patience. Je dirais, si je devais insister sur un mot, un concept, une notion qui est aussi une morale, être patient, parce qu'effectivement, quelquefois, on voudrait que les désirs se réalisent, on voudrait que nos actions aient des effets rapides, et au fond, la patience, c'est prendre conscience que le temps a de la valeur. Ce qui nous ramène d'ailleurs complètement à notre sujet du jour. Mais oui, c'est un apprentissage un peu en creux, mais qui aussi est une bonne façon d'évaluer des quantités de choses dans la vie à l'aune de cette valeur du temps. Quand est-ce que vous avez pris conscience de cette valeur du temps ? Peut-être en commençant à travailler sur l'osium, justement, en devenant un concept sur lequel je travaillais, que j'étudiais de façon philosophique mais aussi historique. Forcément, il y a eu des résonances dans ma propre existence. Et il y a un moment donné, vous devez être en adéquation entre les choses que vous étudiez et la façon dont vous menez votre vie quelque part. Et peut-être qu'effectivement, jusqu'à étudier l'osium, j'étais pas tellement dans l'osium, donc pas tellement dans la patience. Et pour moi, le temps n'avait pas forcément une valeur en lui-même. J'étais au fond comme tous mes contemporains, dans l'accélération, dans la rapidité, Et elle ressemble à quoi justement votre vie d'avant découverte de l'osium ? On va parler de ce qu'est concrètement l'osium, oui. Mais pour dessiner justement un petit peu les contours de votre vie d'avant, à quoi elle ressemblait ? C'est une vie qui est partagée entre une partie qui est dédiée à l'étude, à la réflexion, à la recherche. Je suis chercheur en sciences humaines, donc il y a forcément cette dimension de patience qui est au fond consubstantielle à ma démarche professionnelle, mais il y a aussi un volet d'engagement dans la chose publique, dans la chose politique et administrative, et qui est extrêmement différent en termes d'exigences, de méthodes, d'objectifs. Et au fond, j'étais toujours un peu entre les deux, mais je restais finalement dominé par le logiciel du public et de l'administratif, c'est-à-dire un logiciel d'efficacité, d'utilité et quand même de rapidité. C'est en prenant vraiment de la distance avec cette partie de ma carrière et en me consacrant entièrement à la recherche et en renonçant à mes obligations publiques que je suis vraiment rentré dans ce temps long dont j'ai mesuré qu'il était une nécessité pour faire de la recherche au sens vraiment essentiel du terme, une recherche qui puisse être féconde, qui puisse servir aussi mes contemporains, mais que c'était aussi une philosophie de vie. Et que quelque part c'était une façon aussi de prendre de recul par rapport au sentiment d'échec que je pouvais avoir vis-à-vis de mes engagements publics. Voilà. Et donc vous découvrez l'osium et ses ressources. En quelques mots, mais je vais vous laisser en parler. C'est un concept antique finalement qui désigne le loisir intelligent, donc l'usage intelligent du temps libre. Alors c'est quoi un usage intelligent ? Comment on use intelligemment son temps libre ? Parce qu'il y a aussi une notion du coup derrière de productivité de son temps libre qui est assez paradoxale par rapport à ce qui est le sens même de l'osium. Alors c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe parce que dès qu'on est sur la notion d'intelligence, on te dit il faut que ce soit utile, il faut qu'il soit vérifiable. Si c'est pas intelligent, c'est idiot. Donc il y a un effet de calcul. Alors que le cœur de l'osium, c'est le désintéressement. C'est un temps que l'on passe et ce sont des activités que l'on mène qui ne sont pas orientées vers l'utilité, vers le calcul. Elles peuvent avoir une fécondité. Moi, je préfère le terme fécondité à utilité parce que ça renvoie à la vie, ça renvoie à quelque chose qui est pas calculable justement, mais on ne le sait pas d'avance. Donc au fond, si on devait définir l'attitude de l'osium, le premier critère, c'est celui de l'absence de calcul et du désintéressement. Et ça, c'est vraiment une rupture complète par rapport au logiciel qui domine nos existences, qui est entièrement dominé par la question de l'utilité. Mais c'est aussi l'intelligence. Alors l'intelligence, c'est un mot qui peut faire peur parce qu'il est souvent associé et réduit finalement à l'intelligence purement cartésienne,
qui est une intelligence un peu calculatrice. Alors que l'intelligence, au fond, si on revient au cœur du terme, c'est intelligere, c'est la capacité de créer des rapports complexes avec le monde. C'est finalement accroître la complexité du réel, c'est accroître le discernement, c'est accroître ce qui nous permet de ne pas être dominé par le réel et par les événements. Donc il y a ces deux concepts, il y a le désintéressement et l'intelligence. Cette idée que ce moment, il va nous rendre meilleurs. Il va nous permettre d'accroître notre connaissance, notre compréhension du réel, d'un livre, d'un autre. C'est une conversation, c'est la lecture d'un livre, ça peut être un moment de contemplation, ça peut être un moment aussi qu'on peut juger d'ennui, mais on sait très bien, il y a des moments où apparemment on s'ennuie, mais on progresse quand même, il y a des idées qui cheminent et après une heure d'ennui, peut-être on en sait un peu plus sur une chose qu'on a laissé maturer. Donc voilà, ces deux choses-là, elles définissent ce concept d'osium qui aujourd'hui finalement a disparu, alors que dans la société antique, c'était le sommet. Alors, à partir du 5e siècle, chez les Grecs, c'est le sommet de l'existence. C'est-à-dire pour les Grecs du 5e siècle qui inventent non pas l'osium mais la scolée, c'est là que ça se complique un peu. Et pour les Grecs, la scolée, c'est ce qui définit l'être humain quand il est libre et qu'il peut déployer ses possibilités. Il n'y a pas d'activité supérieure à la scolée. C'est ce qui permet évidemment de se livrer à la philosophie. Et les Grecs sont les seuls qui vont porter aussi haut, la valeur donnée à ce temps libre. Et les Romains qui en héritent, mais ils vont finalement commencer à en faire quelque chose d'un peu luxueux. L'osium, c'est ce loisir intelligent, il est réservé à ceux d'abord qui ont les moyens et il n'y a pas d'effet sur la réflexion sur le bien commun. Et c'est à partir de ce moment-là, au fond, qu'il y a une sorte d'inversion du rapport. Pourquoi on s'en est écarté aujourd'hui ? Parce que dans les faits, on a plus de temps libre qu'avant et pour autant on a l'impression d'en avoir moins. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est un mystère. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à ce sujet, c'est qu'effectivement, pendant des siècles, jusqu'au XXe siècle, au fond, le loisir a été un luxe extraordinaire réservé à très peu de monde. Et pourquoi est-ce que, finalement, une grande partie de ce temps libre ne s'est pas converti en osium ? Eh bien, parce qu'en même temps que les lois sociales des années 30, naît l'industrie du temps libre. C'est-à-dire les industries du divertissement, notamment le cinéma, qui devient dès les années 30 un loisir de masse. Ensuite la télévision, ensuite maintenant les écrans, les algorithmes. Donc c'est un temps libre qu'on occupe. En fait. C'est un temps libre qui est finalement entièrement absorbé par des quantités de tentations. L'essentiel de nos loisirs est presque entièrement absorbé par ces formes de production de culture industrielle et en particulier par les écrans qui depuis quelques années, depuis peut-être le Covid, sont devenus l'occupation majeure de tout notre temps libre. Mais vous parliez tout à l'heure de lecture comme manière de toucher à l'osium et la lecture est un loisir aussi. Donc finalement, l'osium, comment est-ce qu'il se caractérise au quotidien ? Dans votre vie, comment est-ce que vous vous faites vivre l'osium, par exemple ? Alors revenons à la définition de base, c'est-à-dire désintéressement et intelligence. Donc effectivement, lire un livre, c'est un moment d'osium parce que d'abord c'est une façon d'appréhender un certain ralentissement, un certain silence, une certaine une sorte d'intimité avec son esprit, sa conscience, et c'est une capacité justement d'aller vers la pensée d'un autre. Ça peut être aussi une conversation intelligente, profonde avec quelqu'un où on décide d'écouter vraiment ce que l'autre a à nous dire pour ne pas déjà avoir une opinion sur ses arguments. Ça peut être une déambulation dans la nature, un moment de contemplation. Donc ce sont quantité de choses qui sont quelquefois très banales, mais qui peuvent être caractérisées simplement par le fait que on reprend le contrôle de son temps. On n'est plus dans le rythme que nous impose une plateforme de réseau social, un scrolling ou une émission de télévision qui nous impose son timing. C'est un moment où on reprend le pouvoir sur son temps libre et où on essaye d'en faire quelque chose qui nous permet de progresser. Et pourquoi, au final, est-ce qu'on a tant de mal aussi aujourd'hui à s'autoriser ce temps libre, à s'autoriser le vide et à le laisser prendre de la place ? Parce que finalement, on est dans une sorte de culpabilisation de ce qui est inutile.
C'est-à-dire on est dominé, et ça c'est la domination du marché, du négoce, c'est qu'on est dominé par ce logiciel de l'utilité, de la rentabilité, qui a y compris infuse sur nos loisirs. Un loisir qui ne va pas nous permettre de nous éclater, qui va pas nous permettre de nous changer complètement, de nous faire vivre des émotions très très fortes, est un loisir qui n'est pas considéré. Donc on est finalement, même si on voudrait, et si on ressent le besoin de cette forme de loisir qu'on n'arrive pas à appeler otium parce qu'on n'a pas le mot, beaucoup de critères, de représentations de la société qui sont dominés par les médias, qui sont dominés par le publicité, nous empêchent de considérer que ça a une valeur. Et puis, je pense plus profondément, et c'est le cœur de mon livre et de la démarche, c'est qu'au fond, ce qui n'a pas de mots ne peut pas être qualifié et n'existe pas. Et au fond, nous ressentons ce besoin de loisirs intelligents. On sait bien que ça nous fait du bien. Mais comme on n'a pas de mots pour le qualifier, eh bien, on ne va pas le valoriser. Et ma proposition, c'est de dire, le mot, il existe. C'est un mot latin. On utilise des mots latins dans notre vocabulaire, minimum, maximum, etc. Et si nous l'intégrions dans notre vocabulaire, en sachant qu'il est le contraire du négoce, donc c'est une façon de lutter contre le marché, ce serait une façon de lui accorder une place dans notre existence et se dire, au fond, la demi-heure qui vient, je vais me livrer à l'otium, c'est-à-dire je vais m'imposer en quelque sorte une petite discipline, je vais lire réellement ce livre, je vais vraiment discuter, je vais vraiment être dans un moment de contemplation, de méditation, mais parce que je sais le qualifier, je peux le défendre à mes yeux, mais aussi aux yeux des autres. Je peux dire à l'autre, tu sais, là, dans une demi-heure, j'ai mon demi-heure d'otium. Alors, dans un premier temps, il va rigoler, mais peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, si le mot se diffuse, les gens respecteront et comprendront que derrière cet usage du temps libre, il y a une dimension existentielle, il y a quelque chose qui apporte vraiment beaucoup de bien à la personne et aussi aux autres. Mais pouvoir le nommer ne suffit pas. Il faut aussi que ce soit une démarche collective, que ce soit dans l'éducation en fait, qu'on nous apprenne à cultiver cet otium, à en faire une priorité, parce que certaines personnes peuvent avoir la rigueur de mettre ça en place dans leur vie, mais pas tout le monde. Et plus quelque chose est pratiqué par quelqu'un, plus c'est normal et plus on le fait. Donc quand bien même on arriverait à nommer l'otium, le mettre en pratique est plus compliqué si tout autour de nous on continue d'accélérer, de nous dire que s'ennuyer, c'est mal. Alors, vous avez tout à fait raison. Et vous avez prononcé le mot magique, c'est l'éducation. Je pense que là, nous sommes très inégaux par rapport à l'otium. Il y a des tas de gens qui vont le ressentir naturellement, qui vont le faire. Peu importe le niveau de culture, le niveau social, ça c'est extrêmement répandu. Mais une chose qui peut rétablir une sorte d'égalité par rapport à cette faculté humaine qui est de vivre l'otium, c'est l'éducation. Et effectivement, le système éducatif est peut-être trop orienté vers une approche un peu utilitaire, une approche compétitive, une approche orientée vers l'acquisition des diplômes, beaucoup plus que pour d'une approche qui construit des outils existentiels. Et je pense que il suffit de pas grand-chose, introduire l'otium comme possibilité dans l'éducation, même des tout petits. L'éducation artistique, la place de l'art dans l'enseignement est une façon d'introduire un rapport de désintéressement, un rapport très dense au fond avec le réel, mais qui n'est pas orienté vers un calcul et une utilité. Et la capacité de contempler une œuvre, de comprendre une œuvre, d'aller dans un musée, d'aller dans un spectacle, si on le vit très petit, je pense que ça imprime dans une partie de son cerveau et qu'il y a un moment donné, on va ressolliciter cette partie-là, elle va remonter comme une bulle à la surface et elle va nous permettre de nous défendre face à ce logiciel du négoce. Est-ce que vous avez eu du mal dans les débuts à vous abandonner à cet otium, à le mettre en place dans votre vie? Est-ce que vous avez identifié quelques résistances? Alors, ma position est un peu paradoxale parce que moi, je l'étudie. Donc, effectivement, j'ai un rapport, en fait, assez utilitaire à cette notion parce que je dois faire des livres, je dois faire des conférences, je dois faire des cours. Donc, finalement, c'est double peine pour moi parce que je comprends vraiment ce que c'est. Je pense que ça va se traduire par des micro-moments dans la journée, des moments de vrai détachement, de déprise par rapport à moi-même quand je suis seul. Et puis ça va être aussi dans les rapports avec les autres. Là, c'est une vraie philosophie que j'essaye de mettre en œuvre, c'est-à-dire essayer de rompre avec cet utilitarisme ou cette volonté de convaincre absolument, cette volonté de... Encore, c'est à peu près ce que je suis en train de faire avec vous. Mais cette idée d'accueillir les moments
que l'on vit avec les autres dans leur gratuité, dans leur beauté et dans leur densité. Et se dire que ce moment-là, c'est comme une œuvre d'art, il faut le réussir. Il va peut-être pas se prolonger, mais il aura eu lieu, et c'est ça qui est beau. Et peut-être si l'Osium avait une petite traduction de mon existence, c'est peut-être à travers ce genre d'attitude que j'essaye de multiplier, et je pense qu'en plus j'avance, plus ça prend de la place dans mon quotidien, en fait. En quoi est-ce que le monde serait changé, la société serait changée si tout le monde mettait en pratique cet Osium dans son quotidien? Je pense qu'il y a un enjeu qui est vraiment majeur et sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté dans les différentes interviews, et qui m'est apparu finalement progressivement, et surtout l'année dernière. Au fond, l'Osium, c'est une façon de mieux vivre pour soi-même, évidemment. C'est une façon de mieux appréhender les choses, d'être plus à l'écoute et d'accéder, d'accroître son discernement. Et en soi, c'est déjà une utilité majeure, c'est une utilité au sens existentiel. On ne peut pas vivre sans discernement, on ne peut pas vivre dans une sorte de brouillard. Mais de façon plus radicale, je pense que l'Osium est une condition de l'éthique. Alors l'éthique aujourd'hui, c'est un gros mot, c'est une chose, ça fait tout de suite leçon de morale. Or, je pense que l'actualité nous en livre des exemples à chaque jour, de plus en plus violents et de plus en plus préoccupants. Nous allons dans un monde où la morale et l'éthique n'occupent plus de place, et puis absolument piétinée en permanence par le marché, par la guerre, par la violence, etc. Et je pense que nous pourrons renouer avec l'éthique si nous commençons de façon très modeste, d'abord avec nous-mêmes, avec les autres, dans ces petits groupes, dans ces petites communautés, et puis plus largement, si l'éthique redevient au moins une source d'interrogation, se demander quel est le sens de nos comportements, comment est-ce que j'agis vis-à-vis des autres, quelle est mon empreinte sur les autres, est-ce que je pèse sur eux, et il y a une source d'espoir, je trouve, avec la question de l'environnement, où là on voit bien que les effets sont tellement délétères, d'abord sur nous-mêmes, mais aussi sur notre cadre de vie, qu'il y a une prise de conscience qui est vraiment de nature éthique. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens qui commencent à modifier leur comportement pour des raisons écologiques, et ça peut être des modifications quelquefois très modestes, très infimes, elles le font avec un sens éthique, avec le sentiment que c'est désintéressé, c'est au-delà de leur intérêt, c'est une discipline, c'est une contrainte, mais qui a du sens pour le bien commun, en fait. Et voilà, je pense que l'Osium, on comprendra que ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est pas un luxe de l'existence, c'est une nécessité du vivre ensemble, parce que c'est les conditions pour réfléchir à ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas dans notre quotidien. Donc pour vous, ce n'est pas un luxe d'avoir du temps? C'est accessible à tout le monde? Alors, il y a des existences qui évidemment sont absolument envahies par des quantités d'activités. Je pense notamment aux jeunes mères de famille qui ont un emploi et qui ont ensuite un deuxième emploi dans leur espace domestique, et où effectivement la moindre fraction de temps libre paraît un luxe extraordinaire. Et ça paraît un peu bizarre de le dire alors que nous sommes, si on regarde l'histoire longue, dans un moment de l'histoire de l'humanité, ou en tout cas en Occident, en Europe, dans les démocraties, jamais autant de gens n'a disposé d'autant de temps libre. Mais reste qu'il y a dans nos sociétés d'énormes poches de gens qui ont très peu de temps pour eux, et le peu de temps qu'ils ont est envahi en plus par ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale. C'est-à-dire qu'on peut avoir du temps, on peut avoir une heure devant soi, mais on est tellement embarrassé par des soucis que ce temps-là, évidemment, on ne pourra pas en jouir. Donc oui, je crois que l'Osium est un luxe. C'est un luxe qui doit se gagner avec des quantités de moyens qui sont d'autant plus complexes, qui sont pas si visibles. On peut littéralement avoir du temps, visiblement avoir du temps, mais en fait, il y a des tas d'obstacles mentaux qui nous empêchent de jouir de ce temps et d'en jouir de façon osiomique, entre guillemets, en s'offrant un moment de lecture un peu complexe, en s'offrant un moment de contemplation, un moment dans un musée. Il y a une façon de s'autoriser un moment d'Osium qui passe d'abord par une conviction personnelle. Je dirais que le plus difficile, au fond, dans le combat pour l'Osium, c'est dans les représentations. C'est gagner le combat de la représentation.
C'est-à-dire que ça devienne pour tout le monde quelque chose d'important. C'est la première étape. Après, qu'on le vive, c'est l'étape suivante. Mais il faut d'abord gagner ce combat. Et c'est un combat qu'il est difficile de mener seul. C'est d'abord un combat sociétal. C'est pour ça que je pense que c'est une question politique, en fait. L'Osium, c'est un combat politique qui commence par la politique éducative. Mais peut-être que la politique culturelle peut aussi jouer son rôle dans l'idée de défendre un Osium pour tous. Et vous dites d'ailleurs que moins nous cultivons ce loisir fécond, plus nous nous exposons à l'asservissement de la consommation. Donc en fait, c'est aussi un cercle vicieux où moins on prend de temps, plus on est influençable et plus ça a un impact sur notre capital attentionnel finalement. C'est ça qui est absolument redoutable avec les industries du divertissement et en particulier avec les écrans qui se sont vraiment invités dans notre plus intime, dans la poche de nos pantalons, partout. Nous avons ces écrans qui nous sollicitent et qui nous poussent à aller vers des consultations, des usages toujours plus déconnectés de l'intelligence en fait, qui sont toujours plus proches de l'impulsion, de l'addiction en fait. Et c'est pour ça qu'au fond, cette question de l'Osium aujourd'hui, elle revêt une dimension éducative, culturelle, mais je dirais presque médicale aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti sur un rapport parlementaire qui propose l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On voit bien qu'il y a une prise de conscience de la société, du danger sur l'attention et de l'idée qu'au fond, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on peut choisir tranquillement un loisir de divertissement, un loisir intelligent. La question est que beaucoup de nos jeunes gens et de nos adultes aussi sont pris dans des boucles addictives. Donc, comme un psychotrope, ils n'ont plus la possibilité de choisir ce qu'ils vont faire. Donc, c'est bien ça le sujet au fond, c'est que l'absence d'Osium est aliénante aussi. C'est une aliénation qui est de l'ordre du psychotrope. Donc, notre libre arbitre nous rend incapables finalement même de choisir cette forme de loisir. Et on en perd presque notre lucidité parce que bien souvent on n'a même pas conscience qu'on perd tout ça. Ah ben, non seulement on perd la lucidité sur nos arbitrages, sur la façon dont tu utilises notre temps, mais on est évidemment moins intelligent parce que l'intelligence c'est pas un capital qui est permanent. Je veux dire, l'intelligence doit se cultiver avec des lectures, avec des débats, avec des réflexions, avec des écoutes. Il y a un moment donné, si on ne va que sur des sites où on va face à des opinions violentes ou face à des spectacles qui nous impressionnent, on va progressivement réduire la part d'effort que l'on va consentir à essayer de comprendre, à essayer d'être au-delà de nos émotions. Donc il y a effectivement un cercle vicieux. Moins on s'offre de ce temps intelligent, plus on risque d'être enfermé dans ce que on peut dire en termes médicaux dans une idiotie, c'est-à-dire un enfermement qui est toxique pour soi-même en fait. Donc il y a un enjeu qui est pas seulement un luxe culturel, c'est un enjeu vraiment d'équilibre individuel, évidemment de citoyenneté, parce qu'on voit à quoi ressemble une société où les gens sont de plus en moins intelligents au fond dans ce sens-là. Et de plus en plus insatisfaits aussi. Insatisfaits, de plus en plus colériques, de plus en plus confrontés à des présentations manichéennes de l'existence, et donc il y a plus de place pour cette nuance, cette patience qui est la condition de l'existence en société en fait. Comment vous pourriez faire un lien entre la place de l'Osium et l'écologie au sens large? Alors, je dirais que d'une façon générale, l'Osium est peut-être une écologie de la conscience, une écologie de l'âme. C'est une façon de trouver un équilibre entre son environnement immédiat et sa propre conscience, en fait, la façon dont on gère ses émotions, sa réflexion, sa patience, etc. Et au fond, l'écologie, c'est un programme d'équilibre entre soi et l'environnement naturel, au fond. Plus profondément, je pense que quand on commence à être dans une démarche sociomique, quand on commence à accroître son niveau de discernement, d'intelligence, de patience, une des premières choses qui nous saute aux yeux, c'est évidemment le soin que l'on doit prendre pour un environnement dont la dégradation est directement dépendante de nos propres usages, en fait. Donc, je pense qu'il y a un lien très intime. Et je dirais, troisièmement, c'est peut-être la façon la plus simple aujourd'hui et la plus accepter socialement d'introduire une part d'anti-négoce, pour ne pas parler d'Osium,
dans son existence, c'est-à-dire se dire voilà, je réduis mes usages énergétiques, je privilégie le train à l'avion, des attitudes qui sont dictées par l'écologie, mais qui viennent d'une réflexion qu'on a sur soi-même et qui est une traduction d'une attitude éthique en fait. Donc il y a plein de liens en fait. Et je dirais pour introduire quelqu'un à la question de l'osium, je pense que le champ, l'écosystème écologique est à mon avis très opportun. On va arriver aux petites questions de la fin. Est-ce que vous avez pris du temps libre dans votre journée, du temps pour l'osium? Aujourd'hui, oui, c'était quoi? Oui. Oula. J'étais plutôt dans la précipitation parce que c'est vraiment l'année qui démarre sur les chapeaux de roue. Je dois dire que je me suis accordé pas mal d'osium cet été. Cet été, j'ai vraiment essayé de déconnecter, de faire des lectures qui me plaisaient, d'avoir des longs moments où j'étais totalement sans activité intellectuelle, où j'étais dans la contemplation, dans la visite, dans la beauté. Donc aujourd'hui, c'est plutôt dans le souvenir de ces moments d'été que j'ai pu reconnecter avec l'osium. Mais là, je veux dire, les prochaines semaines sont pas tellement osiomiques. Est-ce que l'osium, ça pourrait se rapprocher de la méditation? Alors, je pense que la méditation est une bonne façon de rentrer dans l'osium. Mais pour moi, je dirais que c'est une porte d'entrée. Souvent, la méditation est présentée comme une fin en elle-même et elle renvoie finalement à toutes ces philosophies orientales où il y a cette quête d'un éclatement de soi, une sorte de dissolution de soi dans le grand tout, qui effectivement est une piste intéressante, mais que je dirais que je ne l'opposerais pas à l'osium occidental. Je dirais qu'elle est complémentaire parce que la démarche de l'osium, elle vise, je dirais au contraire, à se reconcentrer sur soi-même pour acquérir ce discernement. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Il faut pas se dissoudre dans le grand tout. Il faut pas faire le vide dans sa conscience. Il faut au contraire essayer de se concentrer sur certains aspects qui nous permettent d'accroître notre discernement. Mais je n'opposerai pas les deux. À une période, j'opposais un peu les deux, mais je pense que c'est un peu mécanique. La vérité, c'est qu'il y a des moments dans notre existence, on a vraiment besoin de cette déprise, de ce vide, parce quelquefois des moments de souffrance. Et la méditation, la pleine conscience, ce sont des véritables ressources. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut vraiment se concentrer. Parce que c'est une question de survie aussi, c'est une question de survie éthique. Il faut pouvoir faire des choix, il faut pouvoir faire des arbitrages. Et dans ces moments-là, il faut avoir le maximum de lucidité. Donc je dirais que la vie idéale, c'est pouvoir passer d'une attitude à l'autre et de pouvoir prendre des rendez-vous avec soi-même, avec un peu de discipline. C'est peut-être ça la clé. Il faut beaucoup de discipline dans les philosophies extrêmes orientales. Eh bien, je pense introduire de la discipline dans notre temps libre, c'est un peu contre-intuitif. Cette part d'osium, il ne s'agit pas d'être dans l'osium tout le temps. On peut très bien regarder une série idiote ou se lâcher complètement. C'est tout à fait autorisé. Ce qu'il faut, c'est d'avoir conscience que c'est un moment que ça va pas tout envahir et qu'après ce moment-là, c'est pas mal d'avoir un moment plus intelligent. Vous voyez, la vérité, et c'est comme dans tout dans la vie, il est dans l'équilibre, dans une sorte d'harmonie où on n'est pas complètement dans l'essence, on n'est pas complètement dans la rationalité. On essaie de naviguer entre ces deux dimensions de notre être. Aujourd'hui, elle ressemble à quoi une journée de Jean-Miguel Pire? Alors, on arrive dans les questions un peu plus personnelles. Là, je suis dans alors l'année dernière, j'étais beaucoup dans une démarche de diffusion. J'ai fait pas mal de conférences, de podcasts, et ça a été très riche. J'ai énormément évolué. Ça a été souvent des moments d'échange d'ailleurs, plus que des moments de diffusion. Et cette année, j'ai décidé d'être davantage dans la réflexion pour réécrire un nouveau livre. Donc là, je vais refaire un travail de discipline un peu. Donc concrètement, là, le matin, c'est la lecture. C'est la lecture, un peu d'écriture, mais surtout la lecture. J'ai un énorme programme de lecture. Et l'après-midi,
des rencontres, des rendez-vous et un travail éditorial puisque je dirige une collection que j'ai envie de développer. Donc je rencontre pas mal d'auteurs, etc. Donc j'essaie d'être dans la matinée plus un travail ossiomique orienté vers la recherche et l'après-midi plus dans des contacts qui sont plus actifs, plus concrets. Mais j'essaie de maintenir cet équilibre entre ces deux dimensions. Si demain vous n'aviez aucune contrainte, qu'est-ce que vous feriez ? En fait, il se trouve que j'ai la chance dans mon organisation professionnelle d'avoir assez peu de contraintes. C'est-à-dire que j'ai un programme à remplir. Effectivement, je dois écrire des livres, je dois faire des conférences, etc. Mais je décide assez finalement largement de ce que je fais. Et au fond, si j'avais plus ces contraintes quand je serai en retraite, je pense que ma vie continuera à ressembler à ce qu'elle est maintenant. C'est-à-dire, je ne vois pas m'arrêter. J'ai besoin de lire, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'échanger. Donc, idéalement, je pense que je continuerai ce que je fais le plus tard possible. Et en ça, est-ce que vous avez une notion de semaine et de week-end, ou est-ce que même le week-end, vous continuez le matin à avoir un travail ossiomique et à rencontrer l'après-midi ? Non, alors le week-end, j'essaye vraiment de rompre ça. J'ai quand même une petite vie de famille. J'ai pas d'enfants, mais je vis en couple. Et j'essaye le week-end de réduire au maximum les activités purement intellectuelles, d'être plutôt dans la culture, d'être plutôt dans le sport, dans les déplacements. J'essaie de m'accorder cette discipline et le fait de ne pas vivre seul m'y aide. Qu'est-ce que le mot émerveillement vous inspire ? Alors l'émerveillement, oui, c'est peut-être ce qui peut arriver de meilleur dans une journée, dans une année, dans une vie. Au fond, c'est être saisi par la pure beauté qui laisse sans voix en quelque sorte, qui laisse entièrement disponible à ce qui vous arrive au fond. Et je pense que l'émerveillement, c'est peut-être quand il arrive vraiment, c'est peut-être des moments qui marquent une étape dans une existence et qui nous obligent à nous poser et peut-être à revoir les choses et qui peut-être nous poussent à accorder beaucoup plus d'importance à une chose qu'on n'a pas tellement évoquée, mais qui est le cœur du livre qui va bientôt sortir, j'espère, qui est la question de la beauté. Je pense que la beauté, qui paraît être un terme un peu galvaudé, un peu mal vu finalement aujourd'hui, un peu comme l'intelligence, la beauté, c'est peut-être une valeur qui nous permettrait de réorienter pas mal de choses dans notre vie. Et le livre sur lequel je travaille, c'est un livre sur Michel Foucault et le souci de soi chez Foucault. Et Foucault avait ce mot fabuleux. Dans une interview, il s'étonnait que, au fond, dans nos vies aujourd'hui, la beauté soit réservée à des œuvres et pas à la vie. Pourquoi est-ce que la vie ne serait pas une œuvre d'art, se demandait-il. Et au fond, c'est un peu sur cette question que je suis parti. Et ça, vous l'avez cité dans l'Ossuum du Peuple. C'est ça, je le cite. Je l'ai surligné, ce passage, je l'ai trouvé magnifique. C'est extraordinaire. Ouais. Et faire de sa vie une œuvre d'art, c'est pas en faire un objet esthétique, c'est en faire quelque chose qui doit se construire, qui doit correspondre à des exigences, des principes, et qui doit mener à l'émerveillement de soi, mais aussi des autres. En faire quelque chose d'exemplaire qui fait que cette vie, finalement, elle apporte des choses aux autres, elle contribue un peu au bien commun. Et peut-être que une des clés de l'Ossuum aujourd'hui, c'est se dire que notre vie peut être comme une œuvre d'art et qu'il y a des petits moments dans la vie qu'on pourrait vraiment consacrer à cette beauté, et peut-être que la discipline de l'Ossuum pourrait nous y aider. Et la liberté, c'est quoi pour vous ? La liberté, c'est la condition élémentaire de cet Ossuum. Je pense que sans être vraiment libre, sans avoir du temps vraiment libre, donc ça veut dire être libéré des contraintes matérielles, c'est-à-dire avoir aujourd'hui, pour la plupart des gens, avoir un travail justement rémunérateur qui vous donne des congés, et bien dans ce temps libre, faire vraiment ce que l'on veut, avoir du temps arbitral, et dans ce temps arbitral, dont on a de compte à rendre à personne, et qui doit être utile pour rien d'autre que ce que l'on veut bien faire, pouvoir déployer cet Ossuum et consacrer son existence à cette œuvre d'art qui est notre vie. Voilà. Je pense que la liberté, c'est vraiment la base de cet horizon. On arrive à la question signature du podcast. Quel message vous aimeriez partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ?
Le message, c'est c'est le titre du livre en fait. C'est l'osium du peuple. Ça veut dire l'osium est quelque chose qui est réservé à tous. C'est d'abord une conviction personnelle qu'il faut avoir pour se dire qu'on a droit à ça, que c'est un droit qu'on doit prendre et que c'est un rendez-vous qu'on peut prendre avec soi-même. Il y a une image extraordinaire que j'aime beaucoup, que je cite dans le livre, c'est la chambre à soi de Virginia Woolf, cette idée que le temps c'est comme un espace qui peut se décliner comme des pièces dans une maison. Et si on n'a pas de chambre à soi dans cette maison qu'est notre existence, on ne pourra pas vivre ce moment, on ne pourra pas prendre rendez-vous avec soi-même, avec ce désir de compréhension, ce désir de beauté, ce désir de discernement. Donc commençons par imaginer que notre journée est comme une série de pièces, et il y a une pièce, c'est peut-être une demi-heure, un quart d'heure, c'est notre chambre à soi. Et dans cette chambre à soi, on va commencer à construire quelque chose qui n'est que pour soi, mais qui est au final aussi pour les autres, qui est un moment de grâce, d'élévation, de compréhension, qui est un moment d'osium. Et voilà, le message, c'est que tout le monde peut y accéder, c'est presque un droit, mais c'est un droit qu'on peut réclamer à l'État, mais c'est surtout un droit qu'on doit s'offrir à soi-même. Et c'est ça qui est beau, et j'espère que ce combat va être compris par de plus en plus de gens, et je pense que c'est ça qui permettra à un moment donné, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, de se dire le mot existe, des tas de gens le vivent, et peut-être ça a un peu changé nos vies. Et merci de contribuer à démocratiser ce terme, parce que c'est plus que jamais essentiel aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, Victoria, merci beaucoup. Merci à toi pour ton écoute jusqu'ici. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager à qui en aurait besoin. J'anime et produis cette émission seule depuis 6 ans, et pour encourager mon travail, tu peux laisser quelques étoiles et un commentaire sous l'épisode, et en faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil. On peut aussi se retrouver sur Substack. J'y écris une newsletter, 1, 2, 3 Soleil. J'essaie d'y déposer autant d'amour que de bribes d'inspiration pour construire une pensée loin de l'instantanéité des réseaux sociaux. On est déjà toute une jolie communauté de soleil, et tu pourras t'inscrire au club lecture que j'anime tous les mois. Voilà, merci pour tout, et en attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit, et surtout, de faire des choses folles.